bonsoir. Et merci à tous d'être là ce soir. Comme je l'ai fait au début de la rencontre précédente, j'ai envie de remercier en notre nom à tous ceux qui ont permis qu'on soit ensemble ce soir. Ce n'est pas du tout des remerciements de circonstance, parce qu'il faut dire merci. Il y a des gens dans la vie qui, pour des rencontres familiales, amicales, syndicales, politiques, de société civile, d'associations, ont envie que les gens se retrouvent. Ça leur demande du travail, ça leur demande du temps. Mais ils le font parce que ça fait partie de leur destin, de leur obligation, ou de ce qu'ils considèrent être leur responsabilité. Et donc, j'ai toujours eu un énorme respect pour les gens qui se donnent du mal, qui font que des gens puissent se rencontrer et parler ensemble pendant quelques minutes, et puis y réfléchir après, de rencontrer d'autres et d'affronter ce qui pensent être juste avec ce que pensent les autres. C'est là que se construit la personnalité des gens. Et donc, je voulais remercier à la fois le maire de Vichy, qui a été le premier à permettre le grand débat, et puis au journal La Montagne, aux libraires, aux salariés de la mairie, qui se sont tous ces gens-là ont fait qu'on se retrouve ensemble. Vous savez que tous les intervenants viennent, qu'il n'y a pas de cachet, personne n'est payé, ni les organisateurs, ni les gens. Donc nous sommes dans un moment de liberté, un moment de gratuité, un moment où les gens se rencontrent parce qu'ils ont envie de se rencontrer sans aucune autre raison de se voir. Donc c'est un moment précieux, et c'est pour ça que quand je dis merci aux gens qui ont permis ces réunions, je le dis vraiment parce qu'on ne dit jamais assez merci à tous ces gens partout qui organisent ou laissent organiser des rencontres de ce genre. Et si des rencontres de ce genre sont organisées par ces gens-là, c'est parce qu'ils considèrent que quand on se sera rencontré, quand on se sera parlé, ce sera possible de construire, si possible, un monde meilleur. Donc c'est formidable. Et donc je voulais dire simplement que ces remerciements n'étaient pas du tout des remerciements de circonstance ou obligatoires. Je le pense vraiment. Et c'est finalement aussi un des buts du grand débat. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, on va accueillir deux personnes qui vont nous éclairer sur une question les plus importantes du moment, à savoir le changement, ou même, on va dire, le bouleversement dans les relations internationales et dans les politiques nationales du monde entier à cause de l'avènement en quelques mois, il y a moins d'un an, de l'État islamique, autrement appelé Daesh. Les deux événements, les changements imposés au Proche-Orient par Daesh et les nouvelles relations établies entre la communauté musulmane et de nombreux pays, en Europe et ailleurs, ne sont pas à confondre. Ce n'est pas la même chose. Mais personne ne peut empêcher que l'écho de l'un rejaillisse sur l'autre. Pour mieux comprendre les données de ces questions et les enjeux énormes qu'ils représentent pour nous, nous avons invité deux personnes, Pierre-Jean Luizard, qui est universitaire, directeur de recherche au CNRS et surtout historien de l'islam dans les pays du Proche-Orient. En Irak, en Syrie et au Liban, des pays dans lesquels il a séjourné plusieurs années. Et puis Omar Benlala, lui, est un homme jeune qui a, au milieu des années 90, il y a donc maintenant presque 20 ans, a fréquenté assidûment mosquées et religieux musulmans, très engagés en France et quelques autres pays. Rien à voir, évidemment, avec les assassins qui ont commis les crimes récents en France, Belgique, Danemark, Tunisie, Nigeria et autres pays. Non, mais il nous expliquera en détail, et c'est ça qui sera intéressant, je pense, je l'espère, pour vous. Et il nous expliquera en détail toutes les raisons qui l'ont emmené pendant 10 ans à suivre, on va dire, un islam rigoriste et prosélyte. On va suivre avec lui le cheminement qui a été le sien. Et on comprendra mieux, j'espère, les problèmes et les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui et comment, évidemment, on pourra essayer de les résoudre. Merci, je vais les chercher.
Alors, je vous présente Pierre-Jean Luizard, Omar Benalla. Pierre-Jean Luizard, d'abord, bonsoir. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous, à Vichy. Et je vais vous poser une question simple. Qu'est-ce qui vous a amené, puisque vous êtes universitaire, vous aviez la possibilité de faire 1000 choses dans la vie, pourquoi vous vous êtes intéressé au Proche-Orient depuis si longtemps et de manière si passionnée? Vous avez écrit beaucoup d'ouvrages, des contributions dans des revues. On sent que le Proche-Orient, c'est votre vie, en quelque sorte, votre centre d'intérêt principal, professionnel, j'entends évidemment. Qu'est-ce qui vous a porté vers cette région et qui vous avez à toucher à rien? Tout va bien. Il faut juste m'indiquer comment... Vous ne touchez à rien? Je ne touche à rien. Voilà, vous parlez juste près du micro. Bonsoir à tous et merci de votre présence. Donc, je réponds... Je dis des bêtises, peut-être. Oui. Ou l'autre, peut-être. Voilà. Voilà. Bonsoir à tous et merci pour votre présence. Donc, je vais répondre le plus brièvement possible, même si une telle question, évidemment, demanderait des explications prolongées, tant les choses sont confuses dans les parcours personnels. Je ne sais pas si c'est la réalité, mais dans mon esprit, ce qui m'a amené, alors que je n'ai aucune attache avec le Moyen-Orient ni avec l'Afrique du Nord, à m'intéresser à cette région est le parcours à la fois journalistique et militant de mon père, qui a été militant, anticolonialiste et journaliste. Et peut-être aussi une seconde dimension, ça a été que j'ai été élevé dans un milieu très anticlérical et il n'en fallait pas plus pour qu'évidemment je sois très intéressé dès que je voyais une église, une mosquée ou une synagogue par les religions. Et dans ces religions, la religiosité chiite qui est importante au Moyen-Orient, en Irak et au Liban, m'a particulièrement interpellé parce qu'elle avait quelque chose de communautaire et d'affectif, peut-être, dont je voyais le catholicisme dépourvu, ou en tout cas ce que j'en voyais. Merci. Alors, vous venez de signer un ouvrage qui s'appelle Le piège Daesh. C'est aux éditions La Découverte. Et c'est un livre passionnant et complet. On va y revenir en détail tout à l'heure, mais juste un mot peut-être pour expliquer quelque chose qui nous paraît complètement invraisemblable. En 8 mois, donc la déclaration de l'État islamique date de 8 mois ou 9 mois, je crois. Comment se fait-il que le monde ait découvert, alors qu'on sait tout sur tout, comment se fait-il qu'on ait découvert qu'il y a un État qui s'était installé, qu'il y a un drapeau d'une armée énorme, un matériel fou, de l'argent par centaines de millions de dollars, 40 000 personnes armées, tout ça sur un territoire qui représente un tiers de la France quand même. Hein. Comment se fait-il que cette espèce de choses invraisemblables soit venue sans que nulle part, quasiment dans les journaux ou dans les médias, on ait eu accès à la naissance et la formation de cet État-là? Alors, je crois qu'il y a une tendance naturelle à tout un chacun, et notamment à nos politiques et à nos médias occidentaux, de voir le monde tel qu'on voudrait qu'il soit et non pas tel qu'il est réellement. Ça a été le cas de l'Irak, qui est le berceau de l'État islamique, puisque nous ayons été favorables à la guerre que les États-Unis ont menée en 2003, aboutissant à l'occupation américaine, ou hostile à cette guerre, comme ça a été le cas de la France. Finalement, nous nous sommes tous rassemblés autour d'un soutien à un nouvel État bâti sous le patronat dit démocratique, qui devait être le phare même de la démocratie dans le monde arabe, et qui s'est révélé exactement à l'inverse, les Américains ayant fait semblant de confondre majorité démocratique avec majorité démographique, et
on a vu que cette majorité démographique ouvrait la voie à des conflits confessionnels, notamment entre sunnites et chiites, dont on a vu les conséquences terrifiantes pendant les années 2000 avec une première guerre confessionnelle, et dont on voit aujourd'hui les conséquences à travers une seconde guerre confessionnelle et la proclamation de l'État islamique, donc Daesh, qui représente aujourd'hui une majorité de sunnites qui se sentent exclus du système en place. Omar Benlala, bonsoir, merci Bonsoir. aussi d'être venu à Vichy. Alors, vous venez de signer un livre vraiment intéressant aussi aux éditions du Seuil, le titre c'est La Barbe, du mot qui avant soulignait votre menton. Et alors, on va revenir sur son contenu, mais d'abord quelques mots sur le chemin du livre, parce que c'est intéressant le chemin de votre livre. Il est publié dans une collection qui s'appelle Raconter la vie, qui a été fondée et dirigée par Pierre Rosanvallon. Et alors, en 2 mots, l'idée de Rosanvallon, quand il a créé ça il y a 1 an et demi au Seuil, c'est... on entend toujours la voix des élites qui nous parlent de ceci ou de cela, des villes, des problèmes dans l'hôpital, hein, mais on n'entend jamais les gens qui sont sur le terrain même parler de leurs problèmes. Et donc, on nous distribue des idées venant d'en haut, alors que pourquoi on n'a pas un jour l'expression de gens qui travaillent vraiment dans les endroits dont on parle et qui nous disent ce qu'ils ressentent. Donc c'est une idée assez nouvelle. Et donc il a fait un peu un appel à des gens qui ont parfois été aidés par des écrivains, ce qui n'est pas votre cas. Vous avez écrit tout seul votre livre. Et vous avez décidé de confier votre expérience aux éditions du Seuil. Alors au début, c'est sur Internet hein, que vous avez fait voilà, la proposition de parler de votre parcours. Voilà, exactement. Bonsoir à tous, merci de m'accueillir. Ce qui s'est passé au début, c'est que finalement, j'ai juste écrit un petit texte sur le site Raconter la vie. Genre 3-4 pages. Voilà, 3-4 pages et un petit texte destiné à être lu par 3 ou 4 personnes. Donc c'était juste un petit texte pour m'entraîner à l'écriture, m'essayer à l'écriture. J'ai été déscolarisé en 3e. Et suite à un licenciement économique, je me suis dit que j'allais essayer d'écrire, vu que j'ai toujours aimé ça. Et je me suis donné 1 an en fait pour le faire. Et donc pour m'entraîner, j'ai déposé ce petit texte sur le site Raconter la vie. Et j'ai été contacté par Pierre Rosanvallon peut-être 2-3 semaines après, qui a trouvé l'histoire assez incroyable et m'a demandé de la développer. Et m'a demandé si j'étais capable d'en faire éventuellement un livre. Et j'ai dit que j'essaierais. Et apparemment, ça a fonctionné vu que je suis là avec vous pour en parler ce soir. Alors, ça raconte 10 ans d'expérience, on va dire, du milieu des années 90 jusqu'au milieu des années 2000 à peu près. Donc, vous avez. Et donc, pendant ces 10 ans, vous racontez dans le livre La Barbe ce qui a été votre trajet. On va en parler en détail tout à l'heure, mais pourquoi vous êtes allé à la mosquée alors que c'était le cadet de vos soucis quelques mois avant et que c'est revenu maintenant à une autre relation. Vous racontez donc tout ce trajet, je vais dire, tout ce... Et aujourd'hui, comment vous vous sentez par rapport à ce trajet? Parce que vous l'écrivez 10 ans après, je me suis dit, c'est quand même... Comment il vit ça il vit son... parce que c'est une belle histoire, enfin une belle histoire, c'est une histoire vraie, importante, qui a été suivie par d'autres personnes, donc il y a des responsabilités à écrire ça, alors qu'il n'a plus rien à voir avec cette vie. Comment vous est venue l'envie de reparler de ça? Tout d'abord, on me l'a demandé, et quand on me l'a demandé, je me suis posé la question, à quoi est-ce que ça pourrait servir? Et comme on était à une période où on se posait beaucoup de questions sur ces jeunes qui se cherchent dans la religion, surtout les jeunes d'origine maghrébine ou musulmane, et je me suis dit en fait que quand on cherche à comprendre quelqu'un ou quelque chose, c'est peut-être la meilleure des façons, c'est de se mettre à sa place. Et je me suis dit que d'une certaine manière, c'était de rentrer dans ma tête à cette époque-là, pendant ces 10 ans, et d'essayer d'expliquer ce qui s'est passé dans la tête d'un gamin de 20 ans en allant à la mosquée, en voyageant à travers le monde entier pour prêcher une religion qu'il connaissait finalement assez peu. Et je me suis dit que ça pourrait aider justement à comprendre ces jeunes qui aujourd'hui cherchent dans la religion et qui pour certains posent problème, alors que souvent c'est juste des gens qui essayent de se retrouver tout simplement. Et vous n'avez pas eu peur, juste un mot avant qu'on revoie ça en détail, vous n'avez pas eu peur qu'on se dise « Ah mais Omar Benlala, j'espère qu'il n'a pas fait le con, des atrocités, etc. » Vous n'avez pas eu peur qu'au moment précisément où vous en parlez, l'image du trajet qui a été le vôtre a été fait d'une manière absolument incroyable par d'autres personnes? Oui, non, j'ai pas eu peur, mais dans le sens où voilà, c'est quelque chose que j'ai vécu, donc j'ai essayé d'être sincère et je le suis. Et l'expérience de la vie m'a toujours appris qu'en étant sincère
Et en essayant en fait de faire les choses au mieux, généralement ça se passe toujours assez bien. Ça a été mon cas malgré le parcours complètement rocambolesque que j'ai pu avoir. Et finalement ça continue et je me suis dit que ça continuerait forcément. Et là je vois que le livre est sorti depuis 3 mois et les réactions sont extrêmement positives. Et ça se passe très bien. Alors, Pierre-Jean Luizard, vous nous avez expliqué en quelques mots pourquoi nous on n'avait pas compris que Daesh était né. Hein, les médias occidentaux, les politiques, n'avaient peut-être pas envie d'en parler. Mais qu'est-ce qui a permis, sur place, que quelque chose de cette importance, de cette puissance, de cette ambition puisse naître? Alors, Et finalement, je dirais dans la discrétion, quand même. La réponse est évidemment complexe parce que, si vous voulez, si l'on se réfère au court terme, ce qui a permis le basculement que nous avons connu au Moyen-Orient en 2014 et particulièrement en Irak, où un tiers du territoire irakien échappe désormais au contrôle du gouvernement central, c'est l'attitude de ce gouvernement central de Bagdad, qui est le seul gouvernement reconnu notamment par la France, mais aussi par toutes les diplomaties internationales, et qui est en fait un gouvernement qui ne représente plus aujourd'hui qu'une partie de la population irakienne, à savoir des partis religieux chiites, et qui a exclu ou marginalisé politiquement et économiquement une communauté, la communauté arabe sunnite d'Irak, qui représente environ 20% de la population, mais qui a cette particularité d'avoir toujours monopolisé le pouvoir à Bagdad depuis la nuit des temps. Alors vous dites, pardon, je vous interromps 2 secondes, mais vous dites dans votre livre quelque chose qui... il se trouve que je connais un peu le Proche-Orient pour y avoir habité quelques années. Vous dites que l'armée officielle du pays était considérée par beaucoup comme une armée d'occupation. Exactement. On était arrivé à un point d'exaspération et de refus des pratiques des autorités officielles du pays, telles que finalement, lorsque l'État islamique se présente aux portes de Mossoul, donc en juin 2014, et avant cela en janvier 2014 à Falloujah, les combattants de l'État islamique sont considérés comme des libérateurs par une majorité de la population face à un gouvernement qui avait appliqué des méthodes d'État de non-droit, avec des exécutions extrajudiciaires par dizaines, avec une corruption institutionnalisée. Et tout ceci, effectivement, nous a été caché parce que nous ne voulions pas cibler des institutions que nous étions en train de soutenir. Vous voyez, Pierre-Jean Luizard, pardon, vous vous rendez compte de ce que vous dites maintenant? Qui parmi nous avait l'idée que Daesh avait été accueillis comme des libérateurs par les villes qu'ils occupent? Non, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose dans l'information qui colle pas quand même. Par exemple, je peux donner un exemple. Les Arabes sunnites d'Irak ont protesté contre leur marginalisation à la suite des printemps arabes par des manifestations pacifiques. Et la réponse du gouvernement, et ceci a été totalement occulté dans les médias occidentaux, a été d'utiliser les mêmes méthodes que Bachar el-Assad en Syrie, à savoir l'artillerie lourde et même le bombardement avec des barils bourrés de TNT, des bombardements aériens sur des hôpitaux et des quartiers jugés non fidèles au régime. Donc il ne faut pas s'étonner. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre qu'une ville de 2 millions d'habitants comme Mossoul n'ait pas pu être prise s'il n'y a pas un minimum de soutien populaire, et c'est bien le cas en tout cas. Alors, juste en quelques mots, surface de l'État islamique ou de Daesh. Aujourd'hui, l'État islamique a étendu son contrôle sur environ une surface équivalente à celle du Royaume-Uni, de l'Angleterre, de l'Écosse et du Pays de Galles, sur une population
qu'on estime entre 7 et 8 millions d'habitants. Ce qui est caractéristique de ce nouvel État en formation, c'est qu'il est transfrontalier. Il existe à cheval sur l'Irak et sur la Syrie, et qu'il se fait profession de d'effacer les frontières en se rattachant, alors là je reviens au temps long, au caractère artificiel des frontières moyen-orientales qui ont été imposées par des puissances coloniales après la Première Guerre mondiale. Les ressources sont vraiment importantes, les ressources financières oui, les ressources sont très importantes puisque l'État islamique dispose depuis de pétrole en Syrie et en Irak, et on sait que le pétrole est très facile à être vendu, même s'il est brut. Il suffit d'aller à la frontière turque pour voir la noria de camions dont on se doute qu'une partie importante vient des puits de pétrole contrôlés par l'État islamique. Donc même des pays qui ont affiché leur hostilité à l'État islamique ferment les yeux sur ce trafic. Il y a eu la mainmise faite par les miliciens de l'État islamique sur les banques centrales, notamment celle de Mossoul, où les miliciens de l'État islamique ont récupéré des centaines de millions de dollars. Et il y a des donations de fonds privés, souvent originaires des pays du Golfe, d'Arabie Saoudite et des Émirats. Quand on parle d'État islamique, c'est quelque chose qui a quasiment des structures d'État, ou c'est une petite trahison que de parler d'État islamique? Alors c'est encore une chose qu'on n'a pas voulu reconnaître, et on a voulu, par exemple, notre ministre des Affaires étrangères à un moment voulu imposer le mot Daesh et non pas le mot État islamique, à partir d'une conception qui lui faisait dire que ça ne pouvait pas être un État puisque ce sont des terroristes, et ça ne peut pas être des musulmans puisque ce sont des terroristes. Or, terroristes, peut-être, ils le sont, mais en tout cas, ils se veulent un État de droit. Il y a un pouvoir exécutif avec la proclamation du califat autoproclamé donc le 29 juin 2014. Il y a un pouvoir judiciaire avec des tribunaux islamiques qui rendent la justice et qui la font appliquer en fonction d'une conception de la charia qui est revue et corrigée par les conceptions salafistes. Il n'y a pas de pouvoir législatif puisque la législation est directement inspirée de la charia. Mais l'État islamique se veut un État, et même un État de droit. Et ce que nous prenons pour une simple